Et c'est encore moi, Nolan. Dwight Nolan, votre agent de sécurité résidant coincé dans cet enfer forestier du Sud-Est, et quelqu'un d'un peu trop incroyablement stupide pour ne pas avoir acheté un billet d'avion avec correspondance pour s'échapper d'ici. J'aimerais vraiment l'avoir fait. Ça m'aurait évité bien des efforts. Alors, beaucoup d'entre vous se demandent peut-être ce que moi, Théodore et Isaac avons découvert dans ce bureau, cette nuit pluvieuse, pas si lointaine. Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Est-ce qu'il a des réponses? Est-ce qu'on va pouvoir régler tout ça et partir? Eh bien, oui et non. Pour ce qui est de l'éléphant dans la pièce, je vais simplement vous transcrire ce qu'il a dit. Je sais qu'il y a quelque chose dehors, mais je ne sais pas exactement quoi. Quand j'ai choisi ce terrain pour son isolement et son prix bas, je n'ai rien pensé de tout ça. Même pas avec les rumeurs locales. C'était un endroit parfait pour s'installer, se détendre. Il s'est frotté les tempes avant de fouiller dans son tiroir et d'en sortir un petit flacon de nettoyant pour lunettes qu'il a utilisé pour désembuer ses verres. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. 17 ouvriers ne disparaissent pas comme ça à cause d'accidents sur site. Un vrai bordel? Oui. Naïf? Oui. Encore une impasse sans conclusion solide? Putain que oui. Quand j'ai regardé Isaac, une partie de moi avait juste envie de faire mes bagages et de me casser au plus vite, mais peu importe ce qu'il y a là dehors. Théodore, clairement, ne sait pas ce que c'est. Et son expérience à lui était déjà assez cauchemardesque, au point d'essayer de faire comme les locaux, balayer tout ça sous le tapis. Mais pas moi. Non. Je n'allais pas simplement retourner à Chicago en sachant ce qui se passe ici, que des gens se font enlever, tuer, ou pire. Il fallait que j'aille au fond des choses, alors j'ai demandé à Théodore un peu d'aide de la compagnie. Cette aide est arrivée sous la forme de 17 000 $, et aussi sous la forme d'un appel imprévu de l'entreprise, qui l'a forcé à prendre l'avion pour Manhattan pour environ une semaine, en laissant son fils derrière lui. Un vrai mauvais timing ou un sale coup. À vous de juger. Quoi qu'il en soit, malgré les manigances de Théodore, on devait améliorer nos capacités de défense. Ou du moins c'est comme ça qu'Isaac et moi l'avons formulé pour les papiers. On était en train de charger le SUV que Théodore nous avait laissé, prêt à partir en ville. On a emmené John avec nous, parce qu'il était hors de question de laisser un lycéen tout seul dans cette maison. Puis les grilles se sont ouvertes. Quand Isaac et moi avions dégagé les branchages de la tempête la veille, c'était pas si mal. Mais là, il n'y avait rien sur le sentier, mais tous les arbres autour de la grille d'entrée avaient été éventrés, lacérés, taillés, arrachés. S'il voulait nous foutre les jetons, ça a marché, parce que j'ai entendu Isaac verrouiller les portes et les fenêtres au moment où on sortait. Alors, t'en penses quoi de tout ça? M'a demandé Isaac alors qu'on roulait à travers la forêt vers la route principale. J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je dise, bordel? On a déjà tout craché. Ouais, j'imagine, mais... Il s'est renfoncé dans son siège. Les murs d'arbres sans fin de chaque côté de la route devenaient presque hypnotiques. Pourquoi les flics n'ont-ils jamais foutu les pieds dans ces bois? Sérieusement? Les policiers sont des employés civils, ici. Ils sont payés des cacahuètes, ont presque pas de matos, et leur uniforme c'est un simple polo. J'ai ralenti la voiture en descendant une pente, le fixant. Tu voudrais être le flic de campagne qui part dans les bois avec juste une lampe torche et de l'espoir? Quand même, mec. Tu peux pas dire que c'est pas louche. Tu leur demanderas quand on les croisera. Isaac m'a lancé un regard noir après mon commentaire, et j'ai sorti la casquette de Danny de ma poche. Le SUV s'est arrêté à la route principale. On aurait dit une foutue autoroute. Un parfait carrefour en T avec des arbres étouffant tous les bords de la route. C'était calme. Mortellement calme. J'ai tourné à droite, on roulait vers l'ouest en direction de la ville. Et en fait, on roulait depuis 10 bonnes minutes avant que je commence à douter. Elle est où cette putain de ville? Ai-je demandé à personne en particulier. Si on s'est perdu dans les bois, tire-moi une balle. A lâché Isaac. C'est juste là devant. Regardez. A dit John depuis l'arrière. On s'est tous les deux retournés et elle est apparue à la prochaine courbe. C'était bizarre.
parce qu'on descendait une colline. On ne l'avait pas vu avant. Peut-être que c'était juste les arbres. La forêt est sacrément étrange. « Bon, John, dis-je en regardant vers la banquette arrière, où est cette maison d'amis dont tu parlais? Maintenant, vous pourriez être choqué que Théodore ait laissé son gamin au milieu d'un conflit de territoire avec les gens des bois. Nous aussi. Alors quand on a dû aller en ville, le laisser quelque part, hors de tout ça pendant qu'on faisait notre petite virée de sécurité d'entreprise, ça nous a paru idéal. Le trajet, eh bien, l'aura de cet endroit ne me mettait pas plus à l'aise que celle de la forêt. La ville ressemblait à ce que vous imagineriez d'un vieux bourg de bûcherons du sud, mais placé sur le sommet d'une montagne. Scierie au centre du centre-ville, entouré de grillages, un bar, une armurerie, pratique, on en avait besoin, et quasiment aucun habitant. Je plaisante pas. Il y avait une atmosphère de déconnexion totale, alors qu'on traversait ce qui aurait dû être un quartier animé. À la place, rien. Quelques passants trop pressés pour prêter attention, une voiture de temps en temps. Et le coin résidentiel. Genre, prenez le quartier de n'importe quel film d'Halloween. Maison de classe moyenne, briques et pain, totalement abandonné. Ce coin est flippant, putain, a dit Isaac, la tête sortie par la fenêtre. Il s'est tourné vers John. T'es sûr que ton pote habite bien ici? John était absorbé par un appareil qui ressemblait à un iPad et a juste lâché un « Mhm. Tu es sûr qu'elle est pas possédée, hein? Isaac a redemandé. John a pouffé à moitié. Pas vraiment rassurant. Vous êtes arrivé à destination. A dit la voix du GPS alors qu'on s'arrêtait devant une maison. Planche de pin peinte en bleu, escalier menant à la porte à droite de la façade, grande fenêtre à gauche. On s'est garé sur le côté. « C'est ici ?» ai-je demandé. Yep, merci les gars, à plus. A dit John en prenant son sac et en sautant hors de la voiture. Je voyais bien le regard d'Isaac balayer les environs. La rue était morte, on était à l'orée de la ville. Mais il y avait des voitures partout. Pourquoi personne ne sortait? Pourquoi quelqu'un sortirait? C'est plutôt ça la vraie question. J'ai regardé John monter les marches et sonner. Et... mate un peu ce type, dit Isaac, en fixant une maison en face. Sur un vieux Porsche décrépit, se tenait un homme, taille moyenne, carrure moyenne, mais c'est pas ça qui clochait. Il se tenait, bizarrement, une posture non naturelle, épaules trop hautes, jambes écartées, comme je disais, étrange. Il n'avait pas l'air normal. Pire encore, il tenait un arrosoir. Il arrosait une plante. Ce serait normal, sauf qu'il la noyait complètement. L'eau débordait. Il fixait quelque chose. John. Une alarme s'est déclenchée dans ma tête. Du coin de l'œil, j'ai vu le père de l'ami de John, je suppose. Avec cette barbe, il aurait pu être Bigfoot. Ouvrir la porte. Vu qu'il faisait bien 1,95 m et qu'il avait l'air de manger des vaches entières au petit déjeuner, j'ai tout de suite pensé que le gamin serait en sécurité. Je lui ai fait un signe de la main. Isaac a craché. Du tabac à mâcher? Par terre, et a hoché la tête. Le type en face a dû se sentir mal à l'aise et est rentré chez lui. J'ai enclenché la marche arrière, et j'ai vu l'homme nous fixer. Je veux dire, vraiment nous fixer. Regard mort, posture toujours aussi étrange, mais il nous regardait, totalement absorbé. Il ne remarquait même pas que son arrosoir inondait ses mocassins. Et puis, il est rentré d'une démarche étrange, comme si ses hanches étaient disloquées, et il a traîné les pieds jusqu'à l'intérieur. Un silence s'est installé, rompu uniquement par le bourdonnement du moteur. « Gens charmants par ici, » dit Isaac. Yep, charmant. Contrairement à ce que pensent certains, on n'est que légèrement fêlé de rester encore à l'Estade Casamotte. Enfin, je le suis. Isaac est juste fou, même pas embauché. En fait, je pense qu'il se sert de ça comme excuse pour bouffer toute la bouffe de la maison. Bref, on est un peu timbré, mais pas idiot. Théodore nous a filé un bon paquet pour renforcer la sécurité, et c'est exactement ce qu'on comptait faire. On s'est arrêté à l'armurerie qu'on avait croisée à l'allée. Elle avait l'air ancienne, recyclée, comme si quelqu'un avait racheté un cabinet de dentiste
pour le transformer en vendeur d'assurance personnelle portative. Garrett's Arms était écrit au-dessus de la porte. Quand on est sorti de la voiture, l'air était étrange. Bien sûr, il faisait un peu lourd à cause de la pluie, le ciel était gris. Mais il y avait un truc, comme si quelque chose était caché, que la ville camouflait un secret juste sous cette atmosphère. C'est peut-être ça, la sensation physique du mystère. L'intérieur de la boutique ne faisait pas du tout aussi bricolo. Oh non! Des armes à feu sur les murs, des gilets pare-balles, des lunettes, des caisses dans chaque coin, sûrement des munitions en surplus, et un seul vendeur, un gars, la quarantaine, en pantalon bleu, gilet utilitaire, lunettes et une petite crête. Il nous a regardés, l'air perplexe, ce qui était compréhensible. Un mec en tenue de chasse camo et casquette Core Light, accompagné d'un faux flic en blouson de cuir et jean. Isaac a pris les devants sans hésiter. Le vendeur a hoché la tête. « Allô l'ami, comment Markel peut vous aider aujourd'hui ?» L'accent allemand épais le rendait à moitié compréhensible, à moitié caricature de méchant de film. « Hey frère, Marble ?» Isaac s'est avancé jusqu'au comptoir. L'homme a cligné des yeux. « Markel. »« D'accord, Marcus. » dit Isaac en se frottant les mains. On est ici pour une mission d'entreprise. On veut acheter un peu de démocratie exportable. Disons qu'on a un problème de nuisibles à régler. » « Ah !» s'exclama Markel en frappant dans ses mains, avant de les frotter l'une contre l'autre. « Nous avons plein de choses pour éliminer les nuisibles. » Il attrapa un petit revolver accroché au mur et le posa sur le comptoir. « Un 5 coups calibre 0,32, parfait pour n'importe quel type d'infestation de rats. » Isaac se gratta l'arrière de la tête. Il nous faudrait quelque chose d'un peu plus gros. Plus gros? Markel haussa un sourcil. Peut-être quelque chose de plus fin. Un 0,22? Non, plus gros. Le 38 alors? Plus gros. Le .3 0,8? Déjà essayé, dis-je. Mais c'est quoi ce genre de rat que vous avez? Je soupirai. Isaac, dis-lui la vérité. La vérité? Répéta Markel, maintenant confus. Isaac posa ses deux mains sur le comptoir. En fait, on a une infestation de blaireaux. La confusion de Markel grandit. J'en avais assez. On a des problèmes en forêt. Markel me fixa. Des problèmes? En forêt? Tu sais, croisai-je les bras. Des choses qui font boum dans la nuit. Tu vis dans cette ville, non? Monsieur, je vous assure, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je fis glisser ma main sur mon visage. Des monstres. Des putains de monstres. Du genre à encaisser des balles de 0,808 et à continuer à me traquer avec leurs yeux exorbités et leurs sourires démoniaques. Un silence pesant suivit, Markel me dévisageant. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» Il n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps, vous comprenez. Isaac tenta de calmer le jeu, mais Markel en avait visiblement assez. Écoutez, vous deux, je suis pas là pour jouer. Vous avez besoin d'une autorisation officielle, de papier et d'argent pour acheter ce genre d'armes. Pour qui vous bossez au juste? Sécurité du domaine Casamotte. Dès que j'eus prononcé ces mots, tout le sang quitta son visage. Casamotte? Quoi? Isaac regarda autour de lui, confus. Ça veut dire un truc en allemand? Genre ta mère est une... Garrett, viens ici, c'est important. Appela Markel vers l'arrière-boutique. What is it, Markel? Répondit une voix d'Europe de l'Est depuis l'arrière. Deux Européens dans une armurerie, au fin fond du sud des États-Unis. Honnêtement, c'était même pas la chose la plus étrange que j'ai vue ce mois-ci. Deux hommes du domaine Casamotte. Après une seconde de silence total, un homme plus petit, mais visiblement plus dangereux encore, sortit de l'arrière. Crâne rasé, barbe rêche, corps bâti comme s'il avait lutté contre des arbres depuis l'enfance. Il s'approcha et nous examina. Casamotte? C'est censé vouloir dire quoi? C'est juste un bois privé, non? Dit Isaac, toujours paumé. Le pauvre. Isaac,
T'es vraiment con ou tu fais semblant? Lâchai-je brutalement. Quoi? Les bois sont bizarres? Et alors, il y a une cabane, et alors? Ce type devait être à moitié bourré, sérieusement, Le domaine Casamotte, c'est un mauvais présage. dit Garrett, le plus petit, avec un accent slave épais. Personne n'achète jamais de terrain hors de la ville. C'est une règle tacite. Il y a des choses dans les bois qu'on ne touche pas, qu'on ne dérange pas. Casamotte n'a visiblement pas reçu le mémo, parce qu'il a acheté des hectares en plein cœur de la forêt. Et depuis que les travaux ont commencé là-bas, des choses terribles se sont produites. Cette merde dure depuis un moment? Jésus! Dit Isaac en secouant la tête. La construction de sa maison et du mur a pris 3 mois à achever et a coûté la vie à 17 ouvriers. Dit Markel en secouant la tête, fouillant une étagère. J'ai essayé de jouer l'avocat du diable. Les accidents de chantier, ça arrive. Il y avait beaucoup d'installations électriques à prévoir. C'était peut-être juste une coïncidence. Je savais que ce n'en était pas une, mais ça ne faisait pas de mal de tester leur réaction. Garrett ricana, secoua la tête. Les installations électriques n'éventrent pas un homme pour suspendre ses intestins dans les arbres comme des guirlandes, ou ne l'empalent pas par la bouche sur des branches, ou ne le déchirent pas en morceaux. Un long silence suivit. Je jetai lentement un œil à Isaac, Ouais, dit-il en hochant la tête, vaguement intrigué. ça colle assez bien. Si vous travaillez là-bas, les gars, mon conseil, prenez le prochain train et partez d'ici. Personne ne peut arrêter ce qui se passe là-bas. Dit Garrett, son regard soudain empreint de compassion perçant à travers son attitude froide jusque-là. Je secouai la tête. Malheureusement, j'ai un boulot à faire, Garrett, et ça implique un upgrade en puissance de feu. Tu peux nous aider? Garrett ricana et nous fit un signe de la main. Markel, aide-les comme tu peux. Ils sont déjà morts de toute façon. Hé mec, Dit Isaac en se penchant vers moi. va voir le bureau du shérif ou un truc du genre. Signale l'enfant disparu. Je m'occupe de ça. Avant que je puisse protester, Markel intervint. Enfant disparu? Je lui montrai la casquette. Et s'il lui restait encore un peu de couleur dans le visage, elle le quitta à ce moment-là. L'Allemand suggéra « Le peuple du coin a un tableau des personnes disparues. J'irai voir là-bas si ça correspond à quelqu'un. T'en fais pas. Isaac en tendant la main. Papa Isaac est doué pour ce genre de truc. J'assure. » Je le fixai sans expression. Je te connais depuis, quoi, une semaine, répondit-il, sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Tu veux que je te fasse confiance avec assez d'argent pour acheter plusieurs T60 et que je te laisse sans surveillance? Écoute! Isaac m'interrompit en pointant un doigt vers moi. Je t'ai sauvé la vie. Ouvert cette foutue grille. Je restai stoïque. Il continua. Si j'étais une sorcière, je t'aurais tué depuis longtemps. Bon, il avait un point. Fragile comme du carton, mais un point quand même. Je continuais à me demander si je pouvais lui faire confiance alors que je sortais du magasin, l'air glacial et figé de la ville m'arrachant immédiatement à mes pensées. Une courte marche sur la route, et j'étais devant une lourde porte en fer du bar. Les fenêtres, trop hautes et trop petites, ne laissaient de rien voir de l'intérieur. L'intérieur n'était pas crasseux, mais plutôt brut. L'obscurité du bar exigu était seulement percée par quelques lumières LED murales et des lampes suspendues au plafond. Des vieilles plaques métalliques rétro, des tables rondes au centre, des banquettes sur le mur du fond et à droite. Et tout au fond, un grand panneau de liège avec écrit en lettres rouges « Ramenez-les à la maison ». Sur ce tableau, entassés, collés les unes aux autres par dizaines, des affiches de personnes disparues. Jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, aucune distinction. Et je crois bien que personne n'a remarqué ma présence. Alors que je m'approchais pour les examiner, un frisson me courant dans le dos. Danny, Danny, Danny. Je ne sais pas si l'apparition, le leur, était réelle, mais j'ai à peine vu le gamin. Puis je l'ai vu, en bas à droite du panneau. Disparu. Une photo d'un garçon visage rond, coupe de cheveux nette, yeux bleus,
et un sourire. Nom, Daniel Hotfield. Âge, 9 ans. Dernière apparition, 3 avril 2018. Note, dernière fois vu portant du rouge et du jaune. À contacter. J'ai sorti mon téléphone. Le numéro listé était celui de son tuteur légal, sa mère. J'avais à peine tapé l'indicatif régional qu'une voix derrière moi, sur la droite, m'a interpellé. « Qu'est-ce que tu regardes, l'étranger ?» Je me suis retourné. Un homme costaud, casquette et manteau camouflage, était assis à une banquette contre le mur, accompagné d'une femme et de 2 autres hommes. Les 2 gars m'ont fixé, tandis que la femme continuait tranquillement son verre. Je fais que... « Tu sais que déranger les morts, c'est mal vu ici. » dit l'un des hommes. Un nœud s'est formé dans mon estomac, et je les ai juste fixés, répondant « Disparu ne veut pas dire mort ». L'homme à la casquette ricana et secoua la tête. « Mec, ici on n'aime pas les canulars sur les gosses non portés disparus. Rentre à Chicago. » J'étais d'abord surpris, puis j'ai compris. Ma veste avait un patch de Chicago. C'est pas une blague. Je l'ai vu dans les bois. Ou au moins, j'ai une piste. « Une piste ?» répéta le 3e homme en secouant la tête, me scrutant. « Moi et mes gars, on a cherché là-dedans pendant un mois entier. Tu veux me faire croire qu'un type crasseux comme toi est le seul à avoir trouvé une piste? Quoi? T'as vu un fantôme? » « Pas vraiment, » répondis-je, en sortant la casquette de ma poche et en la brandissant. Les 3 hommes ouvrirent grand les yeux. Celui à la casquette camouflage donna un coup de coude à la femme à sa droite. « Marion ?» Elle le regarda, puis son expression changea en me fixant. Quelque chose dans son regard m'indiqua qu'elle était Madame Hotfield. La conversation qui suivit fut intime, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne vais pas tout vous raconter, mais voici l'essentiel. Marion, son fils Danny, et quelques amis étaient allés partis camper. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'ils disparaissent soudainement. Pas pendant la nuit, pas en s'éloignant. En plein milieu de la journée, ils se sont tournés, puis retournés, et il avait disparu, alors qu'il était en train de manger. Les types à la table des chasseurs qui les accompagnaient pensent qu'il a été enlevé. Ils disent que Danny voyait quelqu'un dans les bois. Eux ne voyaient rien. Mais Danny répétait quelque chose à propos de l'homme sans bouche. Au moins, c'était un mystère qu'on ramenait un peu à la maison. Parce que certains autres cas sur ce panneau deviennent carrément tordus. Une femme a disparu de son camping-car pendant qu'elle roulait sur la route. Sa chaussure a été retrouvée à plus de 30 km, dans une grotte voisine. Une mère a déposé son bébé chez ses parents. En rentrant chez elle, elle a trouvé les grands-parents morts. Le bébé n'a jamais été retrouvé. Le plus dérangeant, la cause du décès a été classée comme naturelle, sans aucune explication concrète. Et enfin, l'officier Kyle Brunson, de la police d'État du Missouri. Il avait répondu à un appel. Une femme errant sur la route, comme ivre. Les renforts sont arrivés et ont trouvé le SUV saccagé et abandonné. Le chapeau de Kyle a été retrouvé, tranché et trempé, alors qu'il faisait sec ce jour-là. Je suis sorti prendre l'air et retourner au SUV. Ce genre d'histoire, si tu les laisses trop longtemps te hanter, elles t'abîment l'esprit. En arrivant au véhicule, Isaac était là, en train de manger un pot de quelque chose. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. « C'est quoi répondit-il en mâchant. « Ta bouffe. » « Oh !» dit-il en regardant le pot de glace à moitié vide. « C'est bon ce truc. » « Comment t'as acheté ça ?» ?»« Avec l'argent que tu m'as donné. » Je le fixais, vide d'expression. « L'argent que je t'ai confié pour acheter de l'équipement. » Il leva les mains sur la défensive. « Hé !» Il me fixa, leva un index et me le pointa lentement dessus. « Je t'ai sauvé la vie. » Tu me répètes ça sans arrêt. Je secouai la tête en allant vers l'arrière du SUV. Isaac s'appuya sur le véhicule, tout satisfait. Et puis ça coûtait genre 5 balles. Tu devrais voir les trucs chelous qu'ils vendent ici. Tu savais que la librairie vend un vrai Necronomico.
Il fut interrompu par le bruit d'une voiture s'arrêtant derrière nous. Ma main se figea sur le coffre quand je vis que c'était une voiture du shérif. Pas vraiment le moment de trimballer 150 kilos d'armement visible. La voiture s'arrêta, moteur toujours en marche. Un shérif petit mais trapu sortit du véhicule, suivi par un autre, plus mince, moustache en guidon. « Bonsoir messieurs », dit le shérif principal, en ajustant son col, pendant que son collègue s'asseyait sur le capot. Isaac et moi, on se contenta de se fixer. Fit Isaac. Oh putain, non, fais pas le con. Vous allez nous tirer dessus. Je suis désormais certain que je mourrai un jour à cause d'Isaac. Le shérif fronça les sourcils, regarda son collègue, puis nous regarda à nouveau, avant de simplement éclater de rire. Nan, on fait ça à tous les étrangers. En vérité, on a reçu un appel disant que quelqu'un vous a vu charger plus de fusils dans votre coffre que ce qu'on a nous-mêmes à la station. On voulait juste vérifier que tout allait bien. Juste des courses, dit Isaac en finissant son pot de glace et en le jetant dans la benne à ordures la plus proche. Qu'il manqua, le pot rebondit sur le côté avec la cuillère. Attends, où est-ce qu'il a eu cette cuillère en métal? Le flic assis sur le capot haussa les sourcils. Des courses? Tu te prépares à une invasion chinoise ou quoi? Chasse, le corrigeai-je aussitôt, m'éloignant du coffre. Juste du matos pour la chasse. Le flic principal tout sauta en s'approchant, jetant un œil à travers la vitre arrière. Je suppose que vous pourchassez un sacré salours, avec ce 3006 là-dedans. Je le regardais bouche bée, lançant un regard muet à Isaac du style « Sérieux ?» Il haussa les épaules et me fit un signe du genre « Quoi ?» Vous voulez être franc avec moi, les gars, parce que ces munitions modifiées Dragon Breath, techniquement, c'est illégal. J'abandonnai toute discrétion en regardant Isaac. « T'as vraiment acheté des munitions incendiaires ?» « Ok, tu sais quoi ?» répondit Isaac d'un ton défiant, en me pointant du doigt. « Tu les veux morts ou pas ?» Formidable réplique, surtout devant des flics, Isaac. Vraiment génial. Je secouai la tête et me tournai vers l'agent. On fait juste des réserves pour notre sécurité. Cette fois, il éclata de rire. Sacrée défense personnelle. Vous vivez où, au juste? En haut de la route. Il haussa un sourcil. Le domaine Casamotte. Le visage de l'homme devint immédiatement sérieux. Il recula du coffre. Son collègue descendit du capot, se redressa. Domaine Casamotte, hein? Dit-il en s'époussetant. Vous allez sûrement avoir besoin de bien plus que ça. Le flic principal me fixa. Vous êtes agent de sécurité? Votre patron a réveillé un nid de guêpes en mettant les pieds là-bas. Il regarda Isaac, puis moi, et de nouveau Isaac. On vous a jamais vu. Sans un mot de plus, les deux agents remontèrent dans leur voiture de patrouille et s'éloignèrent. Quelque chose me disait que malgré son ton blagueur, le regard que me lança Isaac confirmait ce que je ressentais. Cette histoire devenait chaque jour plus merdique. On est retourné chercher John. Le voisin n'était plus sur le porche, mais nous observait maintenant depuis la fenêtre. On a demandé à John, mais il ne comprenait pas. Le gars s'était éclipsé avant que John puisse le voir. Ça fait quelques jours maintenant. Isaac et moi avons fait le tour des défenses de la maison, et on essaye de tout sceller. On a une checklist. L'un des points, c'est d'inspecter à nouveau le sentier et de récupérer le quad perdu. D'ailleurs, c'est dans 1 heure. Pour l'instant, tout est calme. Voyons si ça dure. Non, je ne me suis pas fait tuer, posséder, enlever, ni rien de ce genre. Pas encore. Mon absence de publication. Est-ce que journaliser est le bon terme, ou consigner? Bref, ma routine de vous tenir informé de ce qui se passe ici a d'abord été interrompue parce que nettoyer les dégâts de la tempête à seulement 2 personnes, ça a pris aussi longtemps que vous pouvez l'imaginer. Au début. Puis les choses ont commencé à devenir... Bon, je vais juste vous raconter. Nos esprits étaient encore un peu confus après notre virée en ville. John avait le moral, le coffre était plein d'armes. Bref, l'ambiance était plutôt bonne. Jusqu'à ce qu'on atteigne la grille. La grille elle-même et le mur étaient intacts. Même les griffures ou les marques de griffes ne nous dérangèrent pas trop.
Non. Ce qui nous a vraiment mis mal à l'aise, c'était de savoir qu'une semaine plus tôt, après la tempête, on avait entièrement dégagé l'entrée du domaine. Alors quand on est arrivé et qu'on a vu tous les arbres dans un rayon de 3 mètres autour de la grille, lacérés, griffés, éventrés, on a su que quelque chose était venu pendant notre absence. « C'est quoi ce bordel ?» dit Isaac en baissant sa vitre et en regardant les presque 20 arbres mutilés autour de nous. J'ai connu la guerre, ici et à l'étranger. Et je savais ce que ça voulait dire. Il nous envoie un message. On est entré. Et la maison, la cour, tout à l'intérieur des murs était intact. Même si la brume épaisse et l'humidité de la pluie planaient encore sur le domaine. John est monté à la maison pendant qu'Isaac et moi faisions l'inventaire de nos achats. Et, mon Dieu, des caisses d'armes emballées, dans des boîtes en bois, en plastique. Des caisses de munitions qui auraient eu leur place dans une base militaire américaine, pas dans le coffre d'un pauvre vigile et de son acolyte redneck. Et une tonne de... Franchement, selon mon expérience, c'est clairement au-delà du légal. Je me suis frotté le front, le silence de la forêt seulement troublé par le clic d'une mallette qu'Isaac ouvrait, les yeux brillants comme un gamin le matin de Noël. « Ah, qu'ils viennent maintenant voir ce qu'on leur réserve !» dit-il en ouvrant la mallette et me montrant une 30-006, un pur tueur d'hommes. Une munition mortelle depuis plus d'1 siècle, utilisée aussi bien dans des mitrailleuses que des fusils capables de bousiller le moteur d'un pick-up. Alors quand il a sorti ce monstre de fusil de combat et que j'ai regardé autour de moi, je me suis demandé, si tout ça échouait, qu'est-ce qui pouvait bien les arrêter? Dwight! Isaac! J'ai regardé autour du SUV, Isaac continuant d'inspecter son arsenal. « John ?» l'ai-je appelé. Il était juste là, fixant la poignée de porte. Merde. Même si ce n'était qu'un pistolet de poche, j'ai attrapé celui dans la boîte à gants et j'ai foncé. Pas de monstre, pas de fantôme, pas de gobelin, pas de goule forestière. Un message, encore un collier de chien suspendu à la poignée de la porte, à plus de 30 mètres à l'intérieur du soi-disant mur de sécurité impénétrable. Sur la médaille, gravé « Richie ». Ce ne sont pas les choses visiblement effrayantes qui te hantent, ce sont celles qui ne sont pas à leur place. Et j'étais prêt à en voir beaucoup trop dans les jours à venir. La tempête avait complètement chamboulé la forêt. Branches, rochers, même des arbres entiers s'étaient effondrés sur le sentier de plusieurs kilomètres qui entoure le domaine. Et comme c'est un sentier public, avec les règlements du comté, le shérif local, un vrai connard, a dit « C'est au personnel du domaine Casamotte d'entretenir et de dégager le sentier, conformément aux normes du comté, et... » Vous voyez le tableau. Et comme personne d'autre ne veut foutre un pied dans ces bois à part Isaac et moi, ça allait prendre du temps. Encore plus qu'on avait perdu un ATV. 3 jours après l'arrivée de l'équipement, Isaac et moi avons pris la route du sentier. Rien de spécial au début. Déplacer un rocher, dégager une branche, effrayer des types nus qui sautaient de tronc en tronc avec un coup de feu en l'air, accrocher une chaîne du haut d'un arbre à l'arrière du quad et déplacer lentement les obstacles sur le côté. Rien de bien fou, jusqu'à ce qu'un jour, en début d'après-midi, on tombe sur un chêne gigantesque. Je parle d'un arbre énorme. Aucune idée de comment la tempête a pu le déraciner, mais il était étendu en travers du sentier, avec toutes ses branches encore là. On a essayé d'accrocher la chaîne, j'ai poussé de l'autre côté, mais à part faire gicler de la terre partout avec les roues de l'ATV, on a juste perdu une demi-heure. Rien à faire, dis-je alors qu'Isaac coupait le moteur et grimpait dessus, s'asseyant sur le quad. Retourne à la maison, prends la tronçonneuse. On allait devoir faire ça à l'ancienne. Isaac regarda autour, un peu parano. T'es sûr? Je savais ce qu'il voulait dire. Tu veux vraiment rester seul ici? J'ai hoché la tête. Hésitant, il est parti. D'après ce que je sais de ces bois, mieux vaut rester là, assis sur le tronc, quand il fait jour, plutôt que de risquer d'y être à la nuit tombée. Du moins, c'est ce que je me répète, même si mes tripes hurlent le contraire. J'ai examiné les racines. Je voulais voir si on devait le couper en deux, ou s'il était possible de déraciner le reste pour le tirer. L'arbre était clairement sorti de terre,
mais pas par une tempête. Non, la terre était fraîchement retournée. Et les autres arbres alentour, recouverts de boue séchée, qui sentait la pluie, la mousse, la vase. Mais celui-là, la terre était sèche, et le bois était mutilé. Des morsures sur les racines encore enterrées, des griffures grossières sur tout le dessous du tronc. Ce n'était pas mère nature. Puis un bruit de branches qui se brisent, rapide, violent, dans mon dos, comme si un homme adulte fonçait sur moi à toute vitesse. Je me suis retourné, et malgré ce que j'ai pu dire sur mon sang-froid, j'ai tiré. Rien, pas une âme. Mais j'ai visé quelque chose, au moins un impact sur un arbre, parce que j'ai vu l'écorce éclater, le bois voler, le bruit du coup, net. Une chose est sûre, ce n'était qu'une diversion, juste pour ralentir notre progression. Je suis revenu sur le sentier, et j'ai entendu le bourdonnement familier d'un ATV approcher. Isaac revint, avec une tronçonneuse, une scie, et tout un tas d'outils à l'arrière. « Ça va ?» demanda-t-il. Je ne lui ai même pas répondu, trop occupé à regarder la forêt autour. « Ouais. » soupirai-je, la buée sortant de ma bouche dans l'air humide de la forêt. On y retourne. On avançait bien, malgré notre planning serré. On voulait à tout prix éviter de se faire piéger ici la nuit. Et en fait, on avait tellement bien avancé qu'hier, on avait couvert plus d'1,5 km sur le côté est du sentier, en passant juste à côté de l'ancien spot de camping d'Isaac. J'ai stoppé la TV juste à l'endroit où j'étais passé avant. Je le savais à cause des marques de freinage encore visibles. Isaac regarda autour de lui, confus. « Quoi ?» J'ai désigné d'un geste le flanc rocheux. « Tu veux voir si t'as laissé quelque chose ?» Il regarda là où je pointais et soupira. « Sérieusement ?» Ça coûte rien d'essayer. Il maugréa, secoua la tête, descendit de la TV et s'enfonça dans les arbres, prêt à tout. Je coupai le moteur et le suivis rapidement. Quand on a contourné la paroi rocheuse, c'était étrange. Il n'avait rien laissé, ça c'était sûr. Mais ce que je ne me souvenais pas, c'était qu'il avait nettoyé son feu de camp, le cercle de pierre, les souches. Tout avait disparu. La zone avait l'air vierge, intacte, comme si personne n'était venu ici. Et pourtant, c'était il y a à peine une semaine. Isaac n'avait rien remarqué. Mais ce qu'il a remarqué, c'est autre chose, contre la paroi rocheuse. « Do it », dit-il avec une voix que je ne lui connaissais pas, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dis-je en me tournant, et mon cerveau s'est figé une demi-seconde. Une trappe de cave. Mis à part quelques éraflures et marques du temps, c'était une porte de cave en parfait état. Une barre de bois bloquait les poignées, et le tout était encastré dans la falaise, juste là où Isaac avait monté sa tente. « Tu l'as pas installé par-dessus, hein ?» demandai-je, en connaissant déjà la réponse. Isaac secoua la tête, et il faut le dire. Isaac est toujours un peu déconneur, un peu bourru, genre routier avec de l'humour noir. Alors voir dans ses yeux un homme adulte, armé d'un fusil à pompe, et pourtant terrifié comme un enfant. « Bon, voyons ce qu'il y a dedans, » proposai-je. Isaac me regarda, silencieux. Mais ses yeux grands ouverts disaient tout. « Quoi ?» demandai-je. « C'est pas comme si on pouvait juste laisser ça ici. Et si c'était là que ces enfoirés se planquent pendant la journée ?» Je me posais moi-même l'autre moitié de la question, tandis que j'épaulais mon fusil et retirais la barre. Et si on ouvrait ça sur une armée de goules furieuses, prêtes à nous sauter dessus? Eh bien, pas besoin de s'inquiéter visiblement, parce que quand j'ai ouvert la porte, Isaac pointant déjà son fusil, elle s'est ouverte sur rien, une paroi rocheuse lisse, pas de ciment, pas de pierres empilées, juste comme si quelqu'un avait construit une trappe, sans jamais creuser. J'ai rigolé. Franchement, c'était un peu drôle. Nous deux flippés comme jamais, et on ouvre ça pour trouver un mur. J'allais taquiner Isaac pour m'avoir fait flipper moi aussi, jusqu'à ce que je voie son visage. Comme je l'ai dit, Isaac est du genre blagueur. Même après ce qu'on avait vu dehors, il arrivait à rire un peu. Toujours à relativiser.
Alors le voir là, fixant une paroi rocheuse sans rien, avec exactement le même regard que j'avais eu quand j'avais vu ces trucs dans l'éclair. « Isaac ?» demandai-je. Il respirait fort, les mains moites, cramponné à son fusil. « Isaac, bordel !» Il visa la roche. « Y a rien là !» J'ai réagi au quart de tour. J'ai claqué la porte, fermé l'autre battant, et Isaac a failli lâcher son fusil en remettant en hâte la barre en bois. Puis il a reculé et a failli vomir, haletant pour retrouver son souffle. « Isaac ?» appelai-je, alors qu'il était plié en deux, secouant la tête. « Isaac, qu'est-ce que t'as vu, bordel ?» criai-je, mais il secouait simplement la tête. « On se tire d'ici. » Il remonte le sentier vers la piste. Je criai de nouveau. « Isaac !» Il ne m'a toujours pas dit ce qu'il a vu, bordel. On y est enfin arrivé. Presque une semaine à essayer, à déblayer le sentier, à rencontrer les habitants moins dangereux, mais tout aussi étranges, de la forêt. Tout ça nous a menés jusqu'au virage nord du sentier. Et étrangement, il était presque intact. On s'attendait à de la merde bizarre. Je veux dire, j'étais prêt à voir un pentagramme fait de branches, de cailloux et de cadavres de lapins. Mais non. Rien. On a pris le virage, et j'ai freiné. Une part de moi voulait vraiment essayer de récupérer le quad. C'est pas comme si on pouvait en commander un autre facilement ici, au fin fond du trou du cul du monde. Et ces bécanes dernier cri, c'est pas donné. Mais non. Mes espoirs ont été anéantis. Ils n'étaient plus sur le sentier. Le fil barbelé est toujours là, des morceaux de pneus encore accrochés. Mais le quad était dans les arbres, sur le côté. Le châssis semblait éparpillé sur le sol entre les troncs. Ces salopards avaient démonté le véhicule pièce par pièce, par pure haine, et répandu chaque putain de morceau dans la forêt autour. J'ai soupiré, éteint la TV, me suis pris la tête entre les mains. Putain, j'ai frappé le guidon avant de descendre. Isaac regardait autour. « Ils lui en ont mis plein la gueule », dit-il, en donnant un coup de pied dans une jante. Ouais. Je me suis dirigé vers ce qui ressemblait au bloc moteur, ou du moins ce qu'il en restait. Il était enfoui dans un petit trou dans le sol. J'ai dû forcer pour le dégager, mais j'y suis arrivé. Putain, ça puait. Un genre de revêtement noirâtre couvrait toute la surface. « Tu sens ça ?» lâcha Isaac, fixant le vide. Je levai les yeux. J'étais tellement concentré sur le moteur que je n'avais rien remarqué. Il me lança un regard genre « T'es sérieux ?» Je regardai autour, et je le sentis. La chaleur, cette paranoïa qui te fait exploser intérieurement quand t'es isolé, la sensation d'être observé, mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment fait flipper. C'était le fait que pas un oiseau, pas une cigale, pas un putain de bruit ne se faisait entendre autour de nous. « Hey Dwight !» Je me souviens de la voix de John, tranchant le silence par la radio. Je me suis redressé, le moteur sous le bras. J'ai rejoint le quad et saisi la radio de l'autre main. « Qu'est-ce qu'il y a, John ?» ?»« T'as un ami à la grille. » Le bruit du moteur que je forçais à caler sur l'arrière du quad s'arrêta net. « Un ami ?» demandai-je, un nœud dans le ventre. « Ouais, ton pote. Il dit qu'il te connaît. De Jordanie, il s'appelle Clancy. Dwight ?» John m'appelait encore à la radio, mais j'étais déjà sur le quad. Je crois qu'Isaac a failli rater le départ. John demanda « Dwight, qu'est-ce qu'il se passe ?»« Verrouille la porte de ta chambre. Parle-lui pas. Ne le regarde pas. Respire même pas près du micro. » criai-je dans la radio. « Mais quoi ?»« Fais ce que je te dis. » Silence. Mais je savais qu'il avait compris. Isaac s'accrochait comme il pouvait pendant que le véhicule rebondissait sur le sentier à peine dégagé. Et ce n'est que quand j'ai freiné brutalement sur l'allée de gravier que j'ai réalisé. Il essayait de me parler tout le long du trajet retour. « Jésus, Dwight, c'est quoi ce bordel ?» dit Isaac en sautant du quad, alors que j'enlevais mon fusil de mon dos, crosse contre l'épaule. « Parle-moi, soldat. Qui c'est ce putain de Clancy ?» dit-il en me rattrapant, fusil à pompe en main. Je visais, scrutant la zone, en me dirigeant vers le récepteur de la grille. Clancy faisait partie de mon peloton,
Il y a quelques années, j'étais dans l'infanterie. Je voyais du coin de l'œil qu'il pigeait pas. Il connectait pas les points. Et t'es alors un métamorphe? Peut-être qu'il vous a entendu parler au téléphone ou je sais pas. Dit Isaac, confus. Impossible. Pourquoi? Je baissai mon arme, le fixant droit dans les yeux. Clancy et plusieurs de ses gars sont morts en 2010. Un IED. Je vis toute la tension s'effondrer dans son corps. Il baissa les bras. C'est moi qui l'ai sorti du camion. Je me souviens avoir secoué la tête en allant au boîtier de la grille, fixant l'objectif noir de la caméra. J'ai jamais parlé de lui depuis ce putain de jour, encore moins ici. Et le pire, la caméra marchait, je l'ai confirmé avec John. La caméra 4K était toujours opérationnelle, le haut-parleur aussi, mais à l'endroit exact où il disait que mon vieux frère d'armes devait se trouver, il n'y avait qu'un cercle d'herbe morte. Un contraste net au milieu de toute la verdure alentour. J'ai eu besoin de temps pour encaisser cette merde, comme je l'ai dit. Désolé. Je me suis repris, j'ai recommencé à tout consigner ces derniers jours. C'est étrange. Les lumières clignotent. Je vais poster ça au cas où le courant saute. Je vous promets que je reviendrai plus tôt cette fois. C'est loin d'être terminé. Tu connais le dicton « 2 pas en avant, 5 en arrière ». Nous, c'est plutôt un demi-pas en avant, puis un coup de pied dans le ventre qui nous renvoie 10 mètres en arrière. C'est exactement notre situation en ce moment. Du moins, c'est comme ça que je le décrirais. Les choses commençaient enfin à avancer. Et voilà que l'écran du site déconne au moment de poster. Coïncidence? J'en sais rien. Bref. Pour commencer, tu te souviens des lumières qui clignotaient et des petites chutes de tension la dernière fois? Eh bien, maintenant c'est devenu une routine. Une ampoule ici, un moniteur là qui clignote. Puis ça a empiré. La télé du salon s'éteignait d'un coup. L'horloge de la chambre se réinitialisait toute seule, et seulement celle-là. C'en est arrivé à un point où même Isaac en a eu marre. Putain de saloperie à $1 milliard. Qu'il râle chaque fois qu'il dévale les escaliers, pour finalement constater que le générateur est en parfait état. Il note quelques trucs bizarres aussi. Il se sent observé. Il dit que les visages dans le béton le regardent de travers, et il jure que les murs changent de matériau à chaque fois qu'il monte ou descend. Franchement, il ferait mieux d'arrêter de picoler. Mais peut-être que tout n'est pas dû à la bibine. Ce matin, je bossais sur le bloc moteur dans la salle de sécurité. Isaac marmonnait dans son coin, ou parlait tout seul, je sais pas. Et le fond sonore de toutes les caméras et moniteurs me couvrait les oreilles pendant que je grattais cette foutue crasse noire sur le métal. J'avançais bien, j'avais même prélevé quelques échantillons. Puis, le courant s'est coupé. Tu connais ce sentiment? Celui de dread, l'angoisse soudaine qui te monte à la gorge. Ça a commencé quand j'ai vu les moniteurs devenir fous, puis tout s'est éteint. Lumière, bruit, rien. Le vide total, assis à mon bureau, les outils d'inspection à la main. Mes yeux bougeaient frénétiquement, tentant de s'adapter, alors qu'un bruit dans un coin de la pièce me fit sursauter. C'était juste Isaac, qui sortait en trombe de sa tente. « Bordel! Putain merde! Je t'avais prévenu !» grogna-t-il en trébuchant hors de sa toile de tente ridicule. Franchement, il ferait mieux d'emménager dans une des chambres, mais je peux pas lui en vouloir. Cette maison a une aura. Je saisis le fusil posé à côté du bureau. L'automatique. Celui que je m'étais promis d'utiliser uniquement en cas d'invasion de domicile. Je vérifiais la lampe tactique fixée dessus, pendant qu'Isaac fouillait dans son sac pour en sortir un vieux revolver 5 coups tout cabossé. « Allez, on va botter le cul à ces fantômes !» Il y avait beaucoup de choses qui clochaient dans cette phrase. Mais vu son haleine, j'ai mis ça sur le compte de la Bud Light. « Tu peux pas tirer sur des fantômes !» grommelai-je en ouvrant la porte avec précaution pour jeter un œil dans le couloir. « Et fous-moi un putain de pantalon, bordel !» Isaac enfila un manteau. « Ce mec va me faire tuer. » On sortit, inspectant rapidement les pièces du rez-de-chaussée. Je prenais la tête, et Isaac couvrait mes arrières. Rien. Pas un bruit, pas une trace. La porte d'entrée était toujours fermée,
le salon en parfait état. Je levai les yeux vers le plafond de la pièce principale. « John, tu es là ?» John répondit en pointant une lampe torche depuis la rambarde à l'étage. « Le courant est coupé ?» C'est là qu'Isaac ouvrit un des lourds rideaux et qu'un flot de lumière inonda la pièce. Apparemment, pas partout. Les lumières extérieures étaient toujours allumées, et on entendait le bruit sourd du générateur, toujours en marche. C'était un genre de protocole de secours qu'on avait mis en place avec Théodore, au cas où. Et vu les circonstances, on pouvait dire que ça tombait plutôt bien. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda John d'en haut. Je sais pas. Une panne. Peut-être un routier bourré qui a foncé dans un poteau électrique, suggéra Isaac en regardant dehors. Je m'approchais de la fenêtre et pointais du doigt. Ça pourrait, mais non. Regarde là-bas. Une lumière au loin entre les cimes des arbres. Les lumières de la ville sont encore allumées. Saloperie de fantômes. Ils ont dû couper le courant. Isaac éructa dans sa main, en faisant tourner le barillet de son revolver. John, reste dans ta chambre. On va faire le ménage. On doit se dépêcher, ajoutai-je. Le générateur de secours alimente l'extérieur pour quelques heures seulement. Comme si ces salopards dehors avaient peur de l'électricité de toute façon. On n'en a pas vu un seul depuis des semaines, tu te rappelles? Il n'eut pas le temps de finir. La lumière des projecteurs clignota légèrement. Puis, des rires, des gloussements, des ricanements, des voix inhumaines venant du fond de la forêt. Des rires d'un autre monde, comme si tu prenais la voix d'un vieillard et que tu baissais la tonalité à l'extrême. Quoi que ce soit, il savait. Il savait qu'on n'était plus qu'à un fil de perdre notre filet de sécurité. Et à l'intérieur de la maison, silence. Jusqu'à ce que je déclare, d'un ton ferme. « John, retourne dans ta chambre. » Je crois que j'ai déjà parlé de ce qui est vraiment effrayant dans les bois. Ce n'est pas ce qui est évident. C'est ce qui n'est pas à sa place. Dans l'obscurité, ce n'est pas le noir lui-même qui te glace le sang. C'est ce que tu crois qu'il y a derrière. Alors quand Isaac et moi étions en haut de l'escalier, mon fusil pointé vers le bas, la lampe n'éclairant que partiellement le mur du fond, tu peux imaginer l'ambiance. « On va crever », dit Isaac, pendant que je descendais les premières marches, fusil à l'épaule. « On va crever et ça va nous posséder. » Peut-être que sa courage liquide commençait à le lâcher. En tout cas, il ferma la porte derrière nous, et j'entendis le clic du chien de son arme. « Bon, faut qu'il nous possède avant de nous tuer, non ?» dis-je, dans une tentative d'humour noir. La vérité, la lampe torche ne servait à rien. Vraiment, rien. Un faisceau ridicule dans cet escalier noir comme la mort. C'était comme essayer d'éclairer une pièce avec un laser. Tout ce que je voyais, en descendant prudemment, marche après marche, c'était le mur en béton brut, tout au fond. Je me répétais dans ma tête, séparation, tourner à droite, aller vers le générateur, tourner à droite, générateur. Puis mes bottes touchèrent le plancher en bois et je soufflais. Allez, c'est parti. Juste avant de me prendre un mur en pleine gueule. Je reculai en titubant et vis que j'avais foncé dans une bibliothèque. Une bibliothèque? Et puis je me souvins. Le sous-sol n'était pas censé avoir de plancher en bois. Isaac regarda autour. Ses yeux s'étaient visiblement adaptés. Ok, j'ai peut-être bu, mais même moi je sais que quelque chose cloche. Effectivement, ce qui était censé être un sous-sol était devenu une putain de bibliothèque. Le nez en feu, je levai mon fusil, pointant la lampe tout autour. Étrangement, cette fois, elle fonctionnait normalement. Elle éclairait, diffusait de la lumière. Mais pas sur le sous-sol qu'on connaissait. Non. Elle révélait une bibliothèque. Des étagères bordèrent l'endroit, formant un grand rectangle. Et dans l'air poussiéreux, les sons semblaient étouffés. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Isaac. Le son de sa voix m'a presque soulagé. Il n'avait pas disparu au moins. On vit une porte à l'autre bout de la pièce. On n'avait pas vraiment le choix. Avancer.
Une partie de moi se demandait ce qu'il y avait de l'autre côté. Un vide noir. La même pièce encore et encore. Des ghouls? Toutes les idées que ton esprit peut inventer quand tu paniques. Mais non. C'était une cuisine. Une vieille cuisine du siècle dernier. Un vieux poêle noir, des casseroles suspendues au plafond, une table en bois avec, bien sûr, un couteau de boucher planté dedans. Ce n'était pas un rêve. Aussi dingue que ce soit, on vivait ça pour de vrai. Alors qu'on contournait la table pour atteindre la porte de l'autre côté, Isaac se colla brutalement à moi, sa main gauche, la libre, agrippant le col de ma chemise. Je me stoppais net. « Qu'est-ce qu'il y a, bordel ?» Isaac répondit en regardant derrière nous, avec ses mouvements de tête saccadés et déconnectés, que seuls les gens bourrés savent faire. Il gardait son pistolet pointé derrière, tout en se penchant vers moi pour me chuchoter. « Il y a quelque chose derrière nous. » Les poils sur ma nuque se sont hérissés tandis que je regardais à mon tour. Rien. Pas un putain de truc dans cette cuisine médiévale pourrie, à part nous. Eh bien... Je pris un moment pour réfléchir, puis lançai. On continue d'avancer. Et sur ces mots, je traversai lentement cette étrange cuisine, Isaac me suivant toujours, sa main cramponnée à l'arrière de ma chemise. En approchant de la porte, un trou noir béant, comme un gouffre, je tendis le canon de mon fusil à l'intérieur, lampe torche allumée. On aurait dit que le faisceau disparaissait dans un rideau opaque, impossible de voir quoi que ce soit de l'autre côté. Je retirai l'arme, puis pris mon courage à deux mains et passai la tête. On était dans une putain de tente. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fut tout ce que je pus souffler en entrant. Et franchement, ouais, c'était une tente. Isaac me suivit, et même à travers son brouillard d'alcool, je voyais qu'il était perturbé par la scène. C'était une tente rectangulaire, environ 10 mètres de long sur 6 de large. 6 lits superposés bordaient les murs les plus longs, chacun accompagné d'un coffre métallique. Entre chaque lit, il y avait une petite fenêtre en plastique sale, rayée et floue. Et surtout, aucune porte à l'autre extrémité de la tente. Et merde, dis-je en regardant autour. La tente était anormalement uniforme, comme si elle avait été fusionnée avec le sol. On ferait mieux de revenir en arrière. Chef. Je me retournai. Isaac fixait maintenant le mur plat de la tente. Pas possible. Je m'approchai, posai ma main sur la toile. Rien. Même en frappant avec la crosse de mon fusil, la toile ne bougeait que de quelques centimètres. Je vais découper un passage alors. J'étais déterminé à ne pas me laisser faire par cette merde. Je sortis mon couteau, normalement fait pour la chasse, le camping. Mais bon, les fabricants me pardonneront. Je plantai la lame dans la toile. Pendant ce temps, Isaac regardait autour de la tente. Puis, quelques secondes plus tard, il demanda « C'est quoi ce masque-là » Je tournai la tête. Et je l'admets, un frisson me traversa le dos. Sur le 3e lit, à ma gauche, le lit du milieu, il y avait ce que j'ai d'abord pris pour un masque de bonhomme de neige hanté. Une mauvaise blague sûrement. Peau blanche, yeux noirs comme des perles de charbon. Un trou là où aurait dû être la carotte, et une bouche pleine de dents irrégulières. Comme un Frosty démoniaque. Plus je le regardais, plus j'en riais. Halloween approche après tout. Je me retournai pour continuer à découper la tente. Et je vis que la fente que j'avais entaillée s'était refermée. Mon couteau était par terre. Ah ouais? Tu veux jouer à ça? Très bien. Je plantai à nouveau ma lame dans la toile, cette fois en coupant vers le haut, essayant de me frayer une sorte de sortie. Mais là, quelque chose commença à s'infiltrer par l'ouverture. De l'eau, froide, de l'air glacial et des flocons de neige. Qu'est-ce que... murmurai-je en regardant par la fente. Quand on est descendu dans ce sous-sol, l'air était encore doux, les arbres encore verts. Ce que je voyais maintenant, aucune idée d'où se trouvait cette tente, mais c'était comme si on était au Canada. Il y avait près d'1 mètre de neige tout autour, un déluge blanc. C'est quoi ce putain de... J'allais finir ma phrase quand Isaac regarda par une des fenêtres plastiques. Ça fait un paquet de neige, déclara-t-il,
résumant parfaitement ce que je pensais. Je me retirai de la fente, repris mon couteau et me tournai vers lui. Comment cette tente a pu se retrouver ici? Et comment ils ont pu la monter avec toute cette neige? Isaac ne répondit pas. Il regardait autour de lui, sa tête oscillant mollement. « Hey, Dwight !» dit-il. « Oui ?» Il me regarda avec les yeux plissés. « T'as pas l'impression que la tente est plus délabrée qu'il y a une minute ?» Qu'est-ce que tu veux? Je détournai enfin mon regard de lui et regardai autour. La lumière avait disparu, comme si 7 heures de nuit étaient tombées en une seconde. La lumière lunaire passait à travers des fenêtres plus propres, mais plus brisées aussi. Des trous partout dans la toile de tente, avant intacte. J'éclairai l'endroit avec mon fusil et pris conscience du changement. Ça pourrait pas devenir plus bizarre, soufflai-je. Et bien sûr, je venais de nous porter la poisse. Dwight. Je me retournai vers Isaac. Il pointait quelque chose du doigt, à ma gauche. Je suivis son regard, lentement. Comme dans un film en stop motion, chaque mouvement crispé. Un puissant rayon de lune traversait l'espace du 3e lit, là où se trouvait ce fameux masque de bonhomme de neige. Mais maintenant, il pendait dans un vide. Un trou dans le sol, sous le lit. Mon esprit mit du temps à rassembler les pièces du puzzle. Mais quand ce fut fait, la terreur s'insinua lentement. Puis, dans le halo de lune de la fenêtre en plastique à ma droite, je vis une ombre passer en éclair. Je bondis sur mes pieds. Isaac braqua aussitôt son arme. J'épaulai mon fusil. Pas de sortie, pas de rabat pour fuir. Et dehors, pas une bonne idée. La neige peut être terrifiante la nuit. Elle réduit ta vision, te mord la peau et te ronge l'âme. Mais le pire pour moi, le silence. Certains pensent qu'un lieu silencieux te permettrait d'entendre le danger arriver. Mais la neige absorbe le son, elle étouffe tout. Et là, avec près d'1 mètre de neige dehors, Isaac et moi pouvions à peine nous entendre à travers cette petite tente. Et c'est là que la voix est arrivée, lointaine, allongée. Déraillée. Isaac. Ça m'a pris autant par surprise que lui. Isaac se retourna vers la paroi de la tente derrière lui. Il baissa son arme. Il passa de mon fidèle partenaire à un chevreuil pris dans les phares. Tout ce qu'on entendait, c'était la respiration paniquée d'Isaac. Ses yeux balayaient l'intérieur. « Maman ?» souffla-t-il. « Isaac ?» répéta la voix. Cette fois, moins déformée, presque normale. Isaac courut jusqu'à la fenêtre et colla son œil dessus. « Maman, c'est moi, Isaac. » Isaac, éloigne-toi de la fenêtre, dis-je calmement, tentant de garder une voix basse, contrairement à lui. Mais il continua à regarder dehors. « Maman, c'est toi ?» Ses yeux se fixèrent sur quelque chose dehors. « Isaac, éloigne-toi de la fenêtre !» criai-je, mais il ne m'entendait plus. Perdu dans son délire, trop perdu pour éviter ce qui arriva ensuite. « Isaac !» Cette voix, déformée, dissonante, sortant juste derrière moi, à travers la toile de la tente. Un froid glacial me remonta le long de la colonne. Mes instincts prirent le dessus. Je me retournai, levai mon fusil, visant le mur. Mais avant même que je puisse tirer, Isaac hurla. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Principalement à cause de la nature de sa blessure. Mais Isaac est tombé en arrière, loin de la paroi de la tente. Se tenant l'œil, alors que le sang commençait à en couler abondamment. La panique m'a envahi, alors que je me précipitais vers lui, hurlant pour qu'il me laisse voir. Mais Isaac gardait ses mains plaquées sur son œil. Probablement une bonne idée, mais on n'avait pas le temps de réfléchir à ça. « Isaac !» Une voix, bien trop grave pour être humaine, sortie tout droit de ses cauchemars fiévreux de gosse, a résonné à l'autre bout de la tente. Je me suis tourné d'un coup, pour voir le trou que j'avais découpé dans la toile commencer à se déchirer. Des appendices, ressemblant à des ossements, mais pas vraiment, surgissaient, écartant la toile. J'ai saisi le couteau que j'avais utilisé plus tôt, les planté à nouveau dans la toile, découpant férocement, traçant une ouverture en hâte, pendant que cette chose continuait à appeler «
Isaac, Isaac, rends-toi à la maison. Quand ma lame a enfin atteint la terre dure et gelée, j'ai chopé Isaac au sol et je l'ai littéralement balancé à travers l'ouverture, me foutant royalement qu'il y ait de la neige, de la pluie, le vide ou autre chose de l'autre côté. Puis j'ai attrapé mon fusil, vu la chose passer un bras terrifiant à travers l'ouverture, et je me suis jeté à mon tour dans la brèche. J'ai ressenti une chute libre, les yeux fermés, de l'air froid me giflant le visage, avant de m'écraser face contre le sol en béton du sous-sol. Je me suis relevé d'un bond, attrapant mon fusil, et j'ai vu Isaac pointant son petit flingue, ensanglanté jusqu'à la main, au visage. Et tous les deux, on fixait une des vieilles peintures accrochées au mur. Une toile partiellement couverte par un sac en toile de jute. Je tournai la tête vers Isaac, qui me lança exactement le regard que je pensais. C'est quoi ce bordel? Ça semble être la réaction universelle ici, franchement. Je m'approchai, arrachai le sac et le jetai au sol. La peinture représentait une clairière, au milieu d'une forêt de pins enneigés. La neige tombait épaisse, couvrant tout le sol. Au centre, une petite tente rectangulaire avec un feu de camp devant. À ce moment-là, j'étais au bord de craquer. Je ne savais même plus depuis combien de temps on était là-dessous. Je balayais les environs du regard et repérais le générateur, à peine à 12 mètres. « Couvre-moi » ordonnai-je à Isaac. Il garda son arme en main, me couvrant pendant que je m'installais sur le panneau de commande. Je passais en revue les interrupteurs, les rallumais un à un, puis je lançais l'interface tactile. Juste avant d'activer le générateur, je me suis rappelé la caméra de sécurité. À chaque connexion, elle prend un instantané du visage de celui qui manipule la machine, histoire de savoir si quelqu'un l'a saboté. J'ouvris rapidement l'icône, fichiers enregistrés, commençant à faire défiler. Et ce que je vis aurait dû être impossible. La seule façon d'accéder au générateur, c'est de venir ici, de se connecter et de l'éteindre. Mais toutes les captures enregistrées étaient vides, sauf la mienne. Rien, salle vide. J'aurais dû m'y attendre à ce stade, mais non, ça m'a glacé. Jésus-Christ, t'as fini. J'en peux plus de respirer l'odeur de mon propre sang métallique. Râla Isaac. Pas le moment de spéculer. Je lançai le diagnostic et attendis. Le générateur se remit en marche doucement. Un bruit tranquille au début. Puis, tout dans la maison reprit vie. Les lumières clignotèrent, les systèmes bourdonnèrent. Et après tout ce merdier, j'en ai presque ri de soulagement. Merci putain de Jésus. Mon élan fut interrompu quand Isaac tira plusieurs coups de feu. Vu la taille de la pièce, ça résonnait comme une voiture qui explose à côté de nous. Je titubais jusqu'au mur, me bouchant les oreilles, et tournais la tête vers la direction visée. Rien. Juste un mur en béton gris avec 3 impacts fumants. Je secouais la tête pour faire cesser les acouphènes, puis marchais droit vers Isaac. « Isaac, c'est quoi ce putain de délire ?» Il se retourna brusquement vers moi. À travers le bourdonnement de mes oreilles, tout ce que je perçus fut « Quoi ? Tirer sur quoi, bordel ? Pourquoi tu hurles ? Parce que tu m'as rendu sourd. » Isaac se mit un doigt dans l'oreille, essayant visiblement de l'ouvrir, et me lança. « J'ai vu une femme. »« Une quoi ?» demandai-je, plus étonné que sourd cette fois. « Une femme. Cheveux noirs, peau de mort. » Il secoua la tête, confus. « Elle est apparue pile quand les lumières se sont rallumées et a disparu quand j'ai tiré. » Je regardai par-dessus son épaule et me souvins que c'est exactement l'endroit où j'avais eu ce petit incident, il y a plus d'1 mois. Ça m'a rattrapé d'un coup. En remontant à l'étage, on a vu que la salle de sécurité n'avait enregistré aucune intrusion. Mais le générateur de secours était presque à sec. On était là en bas depuis 3h30. Je dis à Isaac et à John de préparer leurs affaires. J'ai réalisé que tout ce bordel, c'est au-delà de mes compétences. Alors je vais suivre une piste que j'avais en ville. Une herboriste nommée Rosanne, réputée pour sa connaissance du paranormal. Si moi et ce petit groupe de survivants, on veut tenir bon, il va falloir plus que des flingues et du matos.
C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Dieu m'en soit témoin, si YouTube tient le coup, je vous tiendrai au courant. Et sinon, eh bien, blâmez l'Internet pour ma mort soudaine dans les bois.